Bonjour Jean Pinard. Bonjour. En quoi le développement du tourisme inclusif peut-il réellement bénéficier aux habitants d'un territoire? Je pense que s'il y a un développement qui exclut une partie de la population, qui est celle qui devrait accueillir ceux qu'on souhaite accueillir, ça ne va pas marcher. Il faut qu'il y ait un bon équilibre, il faut surtout qu'il y ait un bénéfice partagé entre ceux qui accueillent et ceux qui viennent. Tourisme, par définition, c'est du lien social. Donc il faut de la rencontre, mais il faut qu'au-delà de la rencontre, ceux qui accueillent puissent aussi bénéficier et des infrastructures, et des services, et des animations, et surtout soient en capacité de découvrir la région, parce que leur consommation, elle compte aussi, surtout si c'est des consommations de proximité, elle compte aussi dans l'économie touristique. Donc l'inclusif, c'est ce qui, à mon avis, évitera tous les effets pervers d'un tourisme trop développé qui a fini par contribuer à exclure une partie des populations. Quels sont selon vous les nouveaux indicateurs de performance que les destinations doivent mesurer? Le premier, ça serait quand même de définir l'objectif qu'on souhaite assigner au développement touristique. S'il n'y en a pas, ça va être difficile d'évaluer. Et malheureusement, c'est souvent le cas. On n'est jamais en capacité de dire, voilà, on pèse 100 aujourd'hui, on voudrait peser 110 demain, mais les 10 qu'on veut en plus, c'est quoi? Est-ce que c'est des habitants? Est-ce que c'est de la consommation par les habitants? Est-ce que c'est de l'offre supplémentaire? Est-ce que c'est de la consommation supplémentaire, des emplois supplémentaires, de la fréquentation supplémentaire? Est-ce que c'est du bien-être supplémentaire? Est-ce que c'est la qualité de vie? Il y a des tas d'indicateurs. Est-ce que c'est une meilleure répartition des flux? Bon, il y a des tas d'indicateurs. Donc moi, il me semble que les indicateurs aujourd'hui les plus performants sont ceux qui vont mesurer d'une part l'économie, parce qu'on a besoin de progresser sur cette économie, on a besoin de développer de l'emploi, on a besoin de développer des services, et puis l'autre, ce qui va nous permettre de mesurer justement la qualité de vie provoquée ou engendrée par l'économie touristique dans la vie quotidienne des habitants. Et je pense que c'est cet équilibre-là dans les indicateurs qu'il faut qu'on arrive à trouver. Mais moi, j'insiste quand même sur le fait qu'il n'y a pas d'indicateur si au départ, il n'y a pas d'objectif. Donc, on ne sera pas incapable de mesurer quelque chose qu'on n'a pas voulu définir au départ. Alors en France, nos régions ont du talent. Elles disposent pour la plupart d'une profondeur d'offres assez importante, qu'il s'agisse d'artisanat, de sites naturels et culturels de premier plan, d'une gastronomie exceptionnelle, et elles savent communiquer. Mais qui doit en faire la vente? Qui doit vendre les expériences au sein des régions françaises selon vous? Je crains que malheureusement sur le sujet, on a aujourd'hui quelques difficultés à répondre parce que des nouveaux opérateurs ont pris toute la place qui était laissée vide, et en particulier les pure players ou les OTA, on les appelle comme on veut d'ailleurs, qui aujourd'hui ont pignon sur rue et ont complètement vampirisé, si je puis dire, le marché. Moi, je pense qu'il y a quand même aujourd'hui quelques alternatives à trouver et que là où des OTA ont performé sur une notion de marque, ont compris tous les principes du branding, et c'est parce que la marque est forte, que l'audience est forte et donc que le business est fort. Moi, j'ai la faiblesse de penser que les marques de destination, Paris, le Mont-Saint-Michel, l'Occitanie, la Côte d'Azur, la Provence, toutes ces marques-là qui ont des audiences relativement intéressantes mais qui n'en font rien commercialement, pourraient réfléchir à la manière dont on met à disposition l'audience dans un objectif commercial. En clair, est-ce que notre audience, que l'on met surtout à disposition de touristes pour leur dire c'est beau chez nous, dans un effort de séduction, on pourrait minimiser un petit peu cet effort de séduction pour aller un petit peu plus vers un effort commercial. Moi, je crois à la force des marques de destination pour vendre l'offre touristique. Par contre, je le dis tout de suite, dans un système où les structures de type CRT ne font absolument pas l'acte de vente. C'est pas mon métier, ça ne sera jamais notre métier. Le business, c'est celui des entreprises, c'est tout. Lorsque je vous ai interviewé il y a un peu plus d'un an, vous déploriez le fait que les structures du tourisme français souffraient d'un manque d'organisation et n'avaient pas su s'adapter aux évolutions comportementales et sociétales. Pour vous, les contre-performances du tourisme français sont principalement dues à ces faiblesses structurelles. Alors, 18 mois après, où en est le débat sur l'innovation organisationnelle que vous appeliez de vos voeux? Je vais être un peu dur, mais pour moi, ça n'a pas beaucoup bougé. Alors certes, il y a une nouvelle fédération qui a regroupé les CDT, les offices et les CRT ADN, et c'est quand même un geste qu'il faut signaler et qui est plutôt positif. Moi, je renvoie à la loi qui aujourd'hui réglemente notre action. La loi, elle date de 1992, c'est-à-dire qu'elle a 29 ans.
En 29 ans, la loi n'a pas changé, alors que tout l'écosystème a changé, alors qu'il y a plein d'acteurs privés qui sont arrivés. Et la question que je me pose, c'est que la loi de 92, elle a défini un certain nombre de missions. Est-ce que les missions d'intérêt général qui sont les nôtres, telles que définies par le législateur en 92, elles sont encore valables en 2021 ? Enfin, quand on pose la question, la réponse c'est non, bien évidemment. Et pourtant, la loi n'a pas changé. Moi, ce qui m'interroge, c'est comment, dans un pays qui se déclare être la première destination mondiale, le législateur n'a même pas imaginé qu'il fallait changer la loi qu'à 29 ans. Et finalement, à travers ce constat, je réponds à votre question, on ne bouge pas parce qu'on reste persuadé que parce qu'on est la meilleure destination, parce qu'on est les premiers, il n'y aurait pas grand-chose à changer puisqu'on est toujours les premiers. Voilà. C'est comme si on demandait à Apple, qui est leader sur le marché de l'ordinateur, de dire voilà, vous êtes les premiers, arrêtez de faire de la recherche ou des développements puisque vous êtes les premiers. C'est exactement la même chose. Donc il y a une espèce de défaillance collective, pour moi publique, à considérer que puisque les choses marchent bon an mal an, il n'y a pas grand-chose à changer. Et il y a pour moi, une forme de paresse intellectuelle, et ce qui renvoie à moi ce que j'appelle un biais cognitif, parce que notre société elle s'organise autour de ces biais cognitifs. Le biais cognitif qui est dominant dans la société, c'est celui du statu quo. Voilà, on est dans le biais cognitif du statu quo parce que ça nous arrange, et puis parce que on est un peu paresseux, et pas forcément très courageux surtout. On se repose sur nos lauriers parce qu'on est entre guillemets la première destination au monde. Parce qu'on n'a pas envie de changer notre organisation, parce qu'on n'a pas envie de se réinterroger sur nos missions de service public, parce que ça ne serait pas très confortable. Quels que soient les gouvernements, du coup. Ah oui, c'est pas une question, c'est pas plus le gouvernement d'aujourd'hui que ceux d'hier, et puis c'est pas que les gouvernements, parce que c'est aussi finalement les collectivités qui financent et organisent les missions de nos structures. Ce que je veux dire par là, c'est que si on ne fait pas l'effort de se réinterroger nous-mêmes, on n'a peut-être même pas besoin de la loi pour se réinterroger. Moi, ça m'intéresse de réinterroger l'action du CRT au prisme des évolutions de tendance, au prisme des contraintes économiques qui sont celles liées entre autres à la crise sanitaire aujourd'hui, qui fait que ça sera quand même difficile de donner les mêmes moyens à un CRT alors qu'il y a plein d'autres choses à financer. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont retrouvés au chômage, et puis parce que peut-être qu'à la fin de la crise, 20% des hôtels auront fermé. Est-ce qu'avec 20% d'hôtels fermés, il est normal que le CRT, lui, ne soit pas touché dans son organisation par rapport à ça? Non. Donc, cette réinterrogation sur nos missions d'intérêt général, moi, elle me semble complètement primordiale. Alors, on peut la faire chacun de nos côtés, c'est déjà, à mon avis, un bon début, mais on pourrait surtout se poser ces questions complètement collectivement pour savoir ce que nous sommes. Je fais partie de ceux qui sont un peu pessimistes, ou en tout cas très attentifs à l'évolution de ce type de structure. Et je me dis qu'un jour, là où ceux qui ont préempté le sujet de la commercialisation pourraient un jour préempter le sujet de la promotion, de la communication, du marketing, en disant après tout, on peut le faire. Et qu'est-ce qui interdirait aujourd'hui à une collectivité d'aller déléguer une compétence qu'elle aujourd'hui confie à son CRT, son CDT ou son office de tourisme? Absolument rien. Donc, moi, je préfère anticiper la crise plutôt que la subir. Et je pense qu'on ferait mieux d'anticiper collectivement. Il y a 1 an et demi, vous me disiez être pragmatique plutôt que pessimiste ou optimiste. Aujourd'hui, on a l'impression que... Je suis un peu plus pessimiste parce que la crise est passée par là, et parce que hier, j'étais sur une assemblée générale de l'UMI et j'ai commencé mon intervention en disant j'imagine que vous, hôteliers, restaurateurs, vous devez vous poser, qui est à l'arrêt depuis quasiment 6 mois, vous devez vous poser la question de ce que peut faire un CRT alors que la moitié ou les 3/4 des entreprises sont à l'arrêt. C'est quand même une question légitime qu'on doit se poser, et sans toujours avoir besoin de se justifier, parce que moi je ne m'inscris pas, et je n'inscris pas l'action dans ce domaine-là. Je dis simplement que tout est changement par définition, et qu'on a plutôt intérêt à anticiper le changement, on a plutôt intérêt à l'accompagner, et qu'en l'occurrence sur les modèles d'organisation, une loi qui date de 29 ans, elle mérite d'être toilettée, et par définition, les missions qui sont liées à cette loi méritent d'être définies, parce que si on ne le fait pas, on le subira et ça nous tombera dessus un jour. Bon, la crise impose un contexte terrible pour la filière touristique, mais d'une manière générale, est-ce que vous estimez que les acteurs du tourisme sont solidaires ? Moi, je pense que ça manque beaucoup de solidarité. Sur l'exemple de la commercialisation qu'on prenait tout à l'heure, le sujet, la performance des OTA, pour moi, elle renvoie en creux à la non-performance des acteurs, alors institutionnels, mais pas que d'ailleurs, en France, qui ne se sont jamais réunis, je dis bien jamais réunis, pour se mettre autour d'une table en disant alors, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble ?
agences de voyage, Atout France, ADN, les syndicats professionnels, l'État, en disant voilà, la Caisse des dépôts, enfin tous les acteurs possibles. Alors plutôt que décréter on va faire le booking à la française alors qu'on sait que c'est du flan et que ça ne se fera jamais de toute façon, on se réunit et on dit voilà qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Moi je pense aujourd'hui qu'un organisme comme le CRT Occitanie, il doit être solidaire de la difficulté dans laquelle aujourd'hui se trouvent les agences de voyage. Enfin, je veux dire, si on ne fait rien, elles crèvent, donc on a intérêt à être à leur côté. On ne fera pas des étincelles dès la première année, mais on peut au moins démarrer pour dire voilà, pourquoi, et en tout cas au moins se poser la question, pourquoi vendre la France à une clientèle française par des agences françaises, c'est pas possible. Enfin, je veux dire, Booking a amené la réflexion sur la commercialisation des hôtels avec moins de questions et quand même plus de réussite. Nous, on pourrait au moins se poser la question, et je suis sûr qu'à la fin d'une journée un peu créative et un peu animée, on trouverait déjà des débuts de réponse. Mais encore faut-il avoir cette volonté solidaire, cette vision coopérative pour se réunir et au moins poser le problème. Je ne sais pas si on trouvera la solution. Moi, je pense que oui, parce que je suis là pour le coup plutôt positif. Mais au moins, on se pose la question. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Merci.